Bonjour, bonjour, comment ça va par ici? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale livre, puisque aujourd'hui je vais vous présenter les lectures que j'ai faites pour écrire la saison 2, dans le cas où vous auriez envie d'aller plus loin sur le sujet, d'en apprendre encore plus sur Cléopâtre et ce qui entoure Cléopâtre. Donc je vous ai fait une petite sélection des livres qui me semblent le plus adaptés pour ça. Et évidemment, je précise avant de commencer que ça n'est que mon avis, n'engage que moi, n'est pas une vérité générale. Et maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir tout de suite commencer avec le premier livre. C'est celui de Michel Chevaux, Cléopâtre au-delà du mythe. C'est une biographie assez courte, il y a environ 140 pages, donc vraiment ça se lit très très vite. Et c'est un des points positifs de ce livre. Si vous n'avez pas envie de vous attaquer à un livre trop long, trop coûteux en temps et en énergie, etc. C'est un livre vraiment très léger à lire, qui brasse vraiment l'entièreté de la vie de Cléopâtre, qui fait pas l'impasse sur des grandes thématiques ou quoi que ce soit. Donc, à mon sens, il est bien pour démarrer sur le sujet, pour avoir une vision d'ensemble. En gros, si vous cherchez un petit livre rapide sur Cléopâtre, celui-ci est vraiment pas mal. Cependant, j'ai quand même quelques réserves sur le livre, à savoir qu'il y a quand même quelques petites erreurs, je trouve, qui ont été disséminées dedans. Rien de bien grave, mais bon, il faut garder en tête que y a quelques petites choses qui peuvent éventuellement ne pas être à prendre au pied de la lettre, comme par exemple la naissance de Césarion. Michel Chevaux, il affirme qu'elle a eu lieu en moins 44, or finalement on n'est pas sûr de ça, donc ça peut être moins 47 comme moins 44. Donc voilà, il prend parti et je trouve ça un petit peu dommage. Il y a aussi la question du tapis que Michel Chevaux soutient. Pour lui, elle s'est enroulée dans un tapis. Voilà, moi à titre personnel, je ne suis pas du tout d'accord avec cette théorie. Donc voilà, selon moi, il y a quelques bémols dans ce livre, et notamment aussi parfois un petit manque d'objectivité. Mais si vous partez avec ce livre en ayant en tête qu'il y a quelques petites réserves à avoir dessus, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà, c'est pas un livre que je trouve parfait, parce qu'il y a quelques traitements que je conteste un petit peu, à titre personnel. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il est très bien pour démarrer. Donc c'est pour ça que je voulais quand même vous en parler. Si vous n'avez pas envie de lire un livre trop long ou quoi, ça se dévore en quelques heures à peine. Au-delà de ces petites contrariétés, je pense que ça reste quand même un bon livre. Si on prend pas tout au pied de la lettre, c'est quand même une très bonne introduction à la vie de Cléopâtre. Et voilà, je pense qu'il vaut mieux lire ce livre que ne pas en lire du tout parce que les autres sont trop gros ou nous font trop peur ou bref. Enfin voilà, vous m'avez compris. On va enchaîner maintenant avec le suivant, celui de Christian George Schwenzel. J'espère que je prononce bien parce que je ne sais pas du tout si c'est le cas. Qui s'appelle donc Cléopâtre, la déesse reine. Alors ce livre, il a une petite particularité, c'est qu'en fait, c'est pas vraiment une biographie pure et dure. En fait, il y a une première partie du livre qui est biographique. Ça, c'est toute la première partie où Christian George Schwenzel retrace la vie de Cléopâtre. Et la seconde partie de la propagande au mythe. En fait, ça va traiter de tout ce qui est de l'imagerie autour de Cléopâtre, comment elle a été dépeinte au fur et à mesure des périodes. Et pour être très très sincère avec vous, cette partie 2 sur toute l'image de Cléopâtre, en fait, moi je ne l'ai que feuilletée. Je me suis pas réellement penchée dessus, donc je ne sais pas réellement ce qu'elle vaut. Moi, je me suis vraiment concentrée sur la partie biographie. J'avais trop de livres à lire, donc j'ai pas pu prendre ce temps-là pour lire cette partie-là. Mais je pense que ça peut vraiment être un très bon complément par rapport à la biographie, et je regrette de ne pas avoir eu le temps de me pencher là-dessus à titre personnel. Mais par rapport à la première partie, donc la biographie, déjà, ça se lit assez vite puisqu'il y a que 134 pages, donc pareil comme pour le premier livre, c'est quelque chose qui est vraiment très léger et très accessible, donc ça c'est vraiment très cool. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cet ouvrage-là et qui n'a pas lieu dans les autres livres dont je vais vous parler, c'est qu'en fait il y a une grosse partie qui est consacrée à la famille de Cléopâtre. Pour l'épisode 1, c'est principalement ce livre-là que j'ai utilisé parce qu'il était vraiment très très complet sur la question des Lagides, et c'est moins le cas donc pour les autres livres. Et donc c'est très chouette d'avoir cet aspect-là en plus dans la biographie parce que ça permet de vraiment bien contextualiser la famille de Cléopâtre, n'est-ce pas? Il faut quand même souligner la partie annexe de ce livre qui est très 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 bien fournie et qui contient notamment tout un descriptif de l'entourage de Cléopâtre et de toutes les personnes qui sont mentionnées dans l'ouvrage. Il y a aussi toute une partie avec une présentation des monnaies à l'époque de Cléopâtre, c'est vraiment pas mal du tout. En tout cas, pour conclure sur ce livre, je l'ai trouvé bien, fiable et clair et facile à lire, donc c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment un très bon outil si on veut aussi découvrir au-delà de Cléopâtre, d'où elle vient et comment elle a été perçue à son époque et par la suite. Donc vraiment, je pense qu'il y a plein de choses très intéressantes dans ce livre. On va passer au livre suivant, qui est Cléopâtre, un rêve de puissance, de Maurice Sartre. Et je vais tout de suite mettre les choses au clair. Ce livre, c'est un bijou. C'est de très 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 loin ma biographie préférée sur Cléopâtre. Je ne peux que vous le recommander. C'est parfait.
c'est magnifique. C'est un bijou. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Et pourquoi, vous allez me dire? Et je vais vous répondre. Parce que Maurice Sartre est extrêmement objectif. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a une notion pour laquelle on n'est pas sûr sur la vie de Cléopâtre, par exemple, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, la naissance de Césarion, la relation qu'elle a pu avoir avec César ou avec Antoine, sa mort, les causes de sa mort, tout ça machin, il ne prend jamais parti. Il est toujours très neutre. Par exemple, il va dire la naissance de Césarion, on ne sait pas quand c'est arrivé. Ça a pu arriver en moins 47, ça a pu arriver en moins 44. Pourquoi ça aurait pu arriver en moins 47? Et là, il détaille. Et puis après, il dit, donc ça pourrait donner à penser que c'est moins 47, mais en fait, on a aussi ces éléments-là qui me donnent à penser que ça peut être en moins 44. Et il détaille. Et après, il dit, voilà, on ne sait pas. Tant d'historiens prennent parti pour cette hypothèse, tant d'historiens prennent parti pour cette hypothèse. Et en fait, il laisse vraiment le champ libre à l'interprétation de chacun. Et c'est tellement rafraîchissant parce que ça change vraiment des prises de parti qui, je trouve, sont un peu dommages parce que finalement, on est sûr de rien. Parfois, la relation qu'elle a vue avec César, en fait, il y a que eux deux qui peuvent savoir s'ils se sont aimés ou pas. Et je trouve ça vraiment trop cool que lui, il mette l'accent dessus et qu'il dise vraiment, non, ça, moi, je me permettrais pas de dire qu'elle était amoureuse de lui ou qu'elle était pas amoureuse de lui, qu'elle a voulu le manipuler, etc. Donc c'est trop bien. Genre vraiment, moi, ça m'a trop aidé à faire le point, en fait, sur ce que je pouvais dire et ce que je pouvais pas dire sur Cléopâtre, sur quelles étaient les notions pour lesquelles on était sûr et celles pour lesquelles on n'était pas sûr. Bon, je me répète, mais voilà, vous avez compris, vraiment, ce livre est parfait et il se lit vraiment bien facilement. Il est pas trop technique. Il y a aussi une partie illustration, entre guillemets, de Cléopâtre, en gros, qui parle de Cléopâtre au cinéma. Je crois que j'ai pas trop le droit de vous montrer les images parce qu'elles sont pas libres de droit, mais bon, de loin, voilà, je vous montre que il y a des choses dedans qui sont cool en complément pour la façon dont Cléopâtre a été représentée à son époque et au fur et à mesure, donc un petit peu comme a fait Schwenzel, mais de manière là évidemment beaucoup plus rapide parce que c'est en quelques pages. Je trouve que c'est un livre d'une grande qualité et si je devais n'en gardez qu'un à vous conseiller, évidemment, vous direz prenez celui-là, vraiment, vous posez pas de questions. Je voulais pas vous en présenter qu'un seul dans la vidéo parce que bon, voilà, ça aurait été peut-être un petit peu plat. Et c'est pour ça que j'ai souhaité vous parler d'autres biographies qui ont leur qualité, mais voilà, bon, ça reste quand même celle-ci, mon chouchou. Je vais pas plus m'étendre là-dessus parce que je pense que vous avez compris mon sentiment par rapport à ce livre. Donc, à regret, je le pose sur le côté. Et on va aborder le dernier livre sur Cléopâtre, mais pas le dernier de la vidéo. Et qui donc, là en l'occurrence, n'est pas une biographie. C'est vraiment une mise en contexte de ce qu'était la vie en Égypte au temps de Cléopâtre. Et donc je voulais vous présenter ce livre pour les personnes qui éventuellement voulaient vraiment aller le plus loin possible sur la question, parce que il est extrêmement complet. Il y a énormément de notions qui sont abordées dedans. Ça va parler de l'économie, ça va parler de la vie à la campagne, de la vie à la ville, en quoi c'était différent, de la position des pharaons, de l'armée, comment ça fonctionnait, comment fonctionnait également la religion, les temples, tout ça, comment on traitait la mort. Enfin bref, il y a beaucoup d'informations expliquées de manière très concrète dedans. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi quelques récits un petit peu plus narratifs qui permettent de vraiment donner un petit peu plus de respiration par rapport au reste, qui est donc beaucoup d'informations un peu plus scolaires. Il y a énormément de choses à apprendre dans ce livre. Mais par contre, il est un petit peu compliqué à aborder parce que il est très technique. Moi, je me sentais un peu bête des fois parce qu'il y a des mots, je les comprenais pas et c'était à chaque ligne et je me disais, mais qu'est-ce que je lis? Bref, donc il demande un petit peu de temps, un petit peu d'investissement, on va dire, de par sa complexité et sa technicité, mais franchement, on est content quand on a fini de le lire parce qu'on a quand même appris énormément avec, mais voilà, il faut simplement être motivé parce qu'il est très dense, mais il reste très cool. On a fini pour la présentation des livres Cléopâtre/Égypte, mais je voulais quand même vous parler d'un autre livre. En fait, le livre dont je voudrais vous parler là est un énorme coup de cœur et j'avais trop envie de l'inclure dans cette vidéo, donc allons-y. Il s'agit de Les Grandes Oubliées de Titiou Lecoq. Ce livre est un de mes plus gros coups de cœur de l'année. Il est exceptionnel. Really? Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi bien ce livre? Parce que Titiou Lecoq retrace chronologiquement la position de la femme et pourquoi est-ce qu'elle a été systématiquement mise de côté. Et c'est tellement intéressant. On apprend tellement de choses dedans. C'est très varié du coup, puisqu'on va de la préhistoire jusqu'à nos jours. Donc on va vraiment aborder énormément de thématiques variées et c'est vraiment
passionnant, j'ai appris tellement avec, c'est vraiment trop chouette. Il y a plein de petites anecdotes, elle fait sortir de l'ombre des noms dont personne ne parle et c'est quand même complètement dingue. Des fois on se dit mais comment c'est possible? Par exemple, je vous spoil un truc, mais est-ce que vous saviez que le premier écrit a été fait par une femme? On n'apprend jamais ça. Moi je n'ai jamais appris ça en cours, c'est quand même fou, alors que c'est quand même hyper important de savoir qui c'est qui a écrit ce premier écrit-là, le premier écrit qu'on ait retrouvé. On n'en parle jamais. Et c'est dingue. Bref, Titu Lecoq, elle fait sortir de l'ombre des femmes qui ne devraient pas être dans l'ombre, n'est-ce pas? Et moi, j'étais trop heureuse d'en apprendre autant grâce à ce livre, donc vraiment trop bien. Je dis tout le temps trop bien, mais bon, peu importe. C'est extrêmement abordable, ça se dévore vraiment, on ne voit pas les pages passer, c'est hyper facile à lire. Et en plus de ça, la réflexion féministe qui est diluée tout au long des pages est passionnante. C'est à mettre entre toutes les mains. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus parce que je pense que vous avez compris à quel point j'aimais ce livre. Et je voulais trop vous en parler. Parce que vraiment, quand je dis c'est à mettre entre toutes les mains, c'est vraiment le cas. Il est extraordinaire ce livre. Vraiment. Il est trop bien. Il est trop bien. Je pense que je manque un petit peu d'éloquence pour bien parler de tout ça. Mais j'espère en tout cas avoir su vous transmettre... les bonnes informations pour chaque livre. Juste avant de vous dire au revoir, je voudrais vous informer que la prochaine vidéo qui sortira donc en février sera la vidéo anniversaire, puisque donc ça fera 1 an que la chaîne existe. Et pour cette occasion, j'aimerais bien faire une FAQ avec vous. Donc du coup, ce que je vous invite à faire, c'est si vous avez des questions à me poser par rapport à Self Historique, vous pouvez le faire en commentaire de cette vidéo ou sur Instagram en story. Je vais vous mettre une boîte de dialogue pour que vous puissiez m'envoyer vos questions. Voilà, comme ça je pourrai sélectionner vos questions et y répondre pour cette vidéo de février. Donc voilà, n'hésitez pas, ça peut être tout type de questions et puis voilà, j'essaierai de répondre au maximum d'entre elles. Et voilà, j'espère que cette vidéo à venir vous plaira également et que l'idée d'une FAQ vous plaît aussi. C'est pas très original, mais je me suis dit que pour marquer le coup, ça pourrait être sympa. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Prenez soin de vous, et puis bah, à dans 1 mois du coup. Salut, salut!